donc vous présenter, vous faire un petit point sur le troisième plan maladie rare, puisque nous avons la chance en France d'aborder ce troisième plan. Nous avons déjà eu 2 plans. C'est une chance puisque quand on regarde par rapport aux autres pays européens, là, les maladies rares et le consortium européen démarrent, puisqu'il y a un congrès là, qui démarre demain à Vilnius. Mais peu de pays ont cette chance d'avoir malgré tout ce retour d'expérience avec déjà 2 plans à leur actif. Je parlerai quand même un petit peu pour vous expliquer comment se passe l'appel à projet, la relabellisation des centres, la labellisation des autres filières. Nous avons abordé un premier appel à projet avec 20 filières, mais il y en a 3 autres qui vont être concernées également. Le déroulement des plans des actions des filières, j'en parlerai très brièvement, et puis l'installation des réseaux européens. Alors, petite histoire pour savoir d'où on vient, où on va. En 2004, grâce à la mobilisation et bien avant, de tous les professionnels et des associations, il y a eu une prise de conscience pour que les maladies rares deviennent un enjeu de santé publique, et il a donc été décidé à cette époque qu'il y ait un plan, le premier plan national numéro 1 sur les maladies rares. À cette occasion, il y a donc eu la première labellisation pour établir une structure, un socle, des fondations sur l'organisation et l'offre de soins sur les maladies rares, avec la première labellisation qui a eu lieu pendant ce plan. Comme tout plan, il dure en général 4 ans. Il s'est arrêté en 2008. Il y a eu une interruption assez importante entre 2008 et 2011. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'évaluation propre comme ça a été fait sur le plan numéro 2. Donc il y a eu un temps assez long entre la fin du plan numéro 1 et la décision de faire un plan numéro 2. Néanmoins, cette décision a été prise en 2011. Et l'effet marquant de ce deuxième plan, ça a été la structuration en filière. Justement, ce plan devait s'arrêter en 2014, et en 2014, la décision avait été prise, mais les filières n'étaient pas véritablement encore mises en œuvre. Elles ont été toutes mises en œuvre réellement courant 2014 et réellement début 2015. Et c'est vrai que d'avoir eu une prolongation de 2 ans, ça a permis de voir à quel point les filières ont pris corps très rapidement. Et c'est pas un hasard, parce que ça répondait à un vrai besoin, puisque 131 réseaux, c'est quand même énorme. Et d'arriver à avoir des interlocuteurs, donc 23 interlocuteurs, ça devient une dimension à laquelle on peut effectivement partager. On se rencontre tous les trimestres et parangonner un petit peu, puisqu'il y a énormément de choses à faire, que ce soit en coordination de recherche, en coordination en ce qui concerne les PNDS, en ce qui concerne la prise en charge médico-sociale, en ce qui concerne toutes les problématiques, certes de soins, mais bien au-delà. Là, les filières ont pris un essor ces derniers temps extraordinaire. Elles ont su établir les faiblesses et les forces et faire remonter au niveau des instances toutes les problématiques, et ce sera un socle extraordinaire pour construire le plan numéro 3 et continuer à avancer dans cette dynamique. Elles sont porteuses de cette dynamique, et c'est vrai que c'est bien de l'avoir prolongée et de ne pas s'être arrêtée alors que les filières n'avaient pas vu le jour réellement. Il y a eu également le lancement de la base nationale de maladies rares. C'est un sujet extrêmement compliqué, puisque dans l'absolu, nous n'avons pas véritablement de registre, puisqu'on a usage de dire qu'il y a 3 millions de patients atteints de maladies rares. Mais ça, c'est une estimation, parce que objectivement, nous ne connaissons pas précisément, il n'y a pas de registre national pour regrouper et être en capacité de bien mesurer quelle est la file active des patients maladies rares. Les choses vont évoluer, elles mettent toujours pas mal de temps pour une prise de conscience. C'est vrai que les maladies rares, c'est quelque chose qui
qui ne se voit pas toujours. On a fait un plan sur le cancer, avec une prise de conscience, mais finalement, je recherche en ce moment les informations, mais la file active des maladies rares n'est-elle pas équivalente à la file active des patients atteints de cancer? Et tout ça, ça va permettre d'avoir une prise de conscience sur les évaluations. Alors c'est très compliqué parce que c'est un système, et en France on sait rajouter des couches, mais j'ai bien conscience que cette base nationale avec Semara et puis maintenant Bamara qui devrait être beaucoup plus ergonomique que ne l'était Semara, nécessite d'être forcément, si on veut véritablement qu'il dure dans le temps, ne pas être un système de plus, mais être véritablement connecté avec les DPI. Et on sait que les DPI, il y a entre minimum 15 éditeurs différents. Les systèmes sont différents et c'est vrai que dans le cahier des charges, on progresse pour que dans ces dossiers patients informatisés, on puisse avoir un module maladie rare qui permette de se connecter à Bamara. Mais c'est quelque chose de compliqué, il a fallu véritablement partir de la page blanche, définir, puisque les maladies rares sont extrêmement larges, il y en a plus de 6000, arriver à trouver un système pour connaître l'ensemble des maladies rares répondant à chacune des difficultés, ça a été quelque chose de compliqué. Il a fallu passer par une définition de dataset minimum. En parallèle de ça, il a fallu aussi établir et toiletter la nomenclature des maladies rares pour que tout le monde puisse parler à peu près de la même chose et qu'on arrive à identifier ces maladies. Orphanet est un partenaire qui travaille sur ce sujet-là. C'est un sujet ambitieux, qui est lourd à porter, qui embarque énormément de monde. Les centres de référence, mais également les centres de compétences, parce que les centres de référence, vous voyez beaucoup de patients, mais ils sont aussi pris dans les centres de compétences et parfois, ils ne sont même pas pris en charge dans ces centres-là. Néanmoins, il faut être en capacité d'arriver à construire ça. Par ailleurs, sur l'aspect recherche, c'est vrai que malheureusement, nous n'avons pas aujourd'hui un registre national qui nous permette, quand une équipe de recherche travaille sur une maladie, de savoir où se trouvent tous les patients pour être en capacité d'envisager une inclusion et d'envisager un déploiement. Donc voilà, nous avons terminé fin 2016 le plan numéro 2 et donc s'est posé la question dès fin 2014 quand même, de savoir si on allait prolonger le plan numéro 3. Donc pour cela, le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche ont saisi leur conseil, le Haut Conseil de Santé publique et pour la partie recherche, la CERS, pour faire un bilan et voir est-ce que le plan numéro 2 avait été une bonne idée et faire des préconisations en ce qui concerne ce plan, faire un bilan et regarder s'il fallait faire un plan numéro 3. Les préconisations sont diverses en fonction des deux hauts comités. Néanmoins, ils aboutissent et ils convergent sur une conclusion, c'est qu'il était nécessaire de poursuivre et de faire un plan numéro 3, avec certes certaines modalités qui doivent évoluer, entre autres un rapprochement beaucoup plus étroit entre les sujets santé, prise en charge et recherche, mais il y a aussi la problématique du médico-social, il y a aussi la problématique de la prise en charge au niveau scolaire, puisque on présuppose, là aussi, puisque nous n'avons pas de registre, que aujourd'hui, 50% des patients sont des enfants. Ça doit évoluer, c'est quelque chose, c'est un observatoire que l'on devrait avoir, c'est la raison pour laquelle j'insiste sur la BNDMR, nous manquons d'observatoires au niveau national. Donc, je vais vous parler un petit peu de comment se construit ce plan numéro 3 et comment ça va fonctionner. Un petit rappel, donc 23 filières. Les missions des filières, c'est vraiment basé sur la coordination pour avoir une lisibilité de la prise en charge, donc sur tous les sujets, de coordonner l'ensemble de ces réseaux que sont les CRMR, qui sont portés par des centres de coordination, mais en complémentarité de ces centres de coordination, ils sont aidés avec les centres constitutifs. Donc au total, aujourd'hui, puisque ça risque d'évoluer un petit peu, bien évidemment, avec cette relabellisation, mais nous avons environ 350 centres de référence. Leurs missions, elles sont
nombre de 5. Ce sont des centres, et c'est pas à vous que je vais dire ça, de recours, d'expertise, d'éducation, de recherche et de coordination. Puis nous avons l'ensemble des centres de compétences, où là, malheureusement, et donc on en a pris la mesure pour le nouvel appel d'offres, les centres de compétences ne sont pas clairement identifiés, ne sont pas forcément clairement reconnus au sein de leurs établissements parce qu'ils n'ont pas reçu dans le précédent appel d'offres de labellisation à proprement dit. C'était une grande avancée d'avoir été en capacité de faire une labellisation, une reconnaissance des centres de référence. Les centres de compétences ont été mis un petit peu à côté. Pour autant, ils ont des missions essentielles de diagnostic, de prise en charge et de lien avec ces réseaux que sont les CRMR. Alors ça, c'est pour les maladies rares au sens large. Il y a 3 filières particulières qui ont une organisation bien spécifique, parce que c'est vrai qu'elles ont peut-être un historique un petit peu plus long. Pour la mucoviscidose, avec 45 centres de référence mucoviscidose, 15 pour la SLA et 27 pour l'hémophilie. Alors, bon, même si les choses se construisent au fur et à mesure, nous avons quand même, par rapport aux autres pays, une base réglementaire qui cale les choses. Et les autres pays que l'on rencontre sont un petit peu envieux parce qu'on a quand même su faire des définitions, poser des principes. Donc il y a l'instruction du 23 juillet 2013 relative à la structuration des filières et qui définissent cette organisation. Il y a aussi un texte important, mais vous le voyez avec le parcours des plans, ça n'est qu'au mois de janvier 2016, mais ça a été fait, qu'il y a eu une instruction pour bien définir le périmètre et les missions des centres. On les avait créés, mais c'est vrai que les missions n'étaient pas forcément très très claires. Et puis l'instruction du 25 octobre dernier en ce qui concerne la relabellisation. Alors, en ce qui concerne les filières et sur leurs objectifs, donc elles ont, comme je vous l'ai dit, un objectif de lisibilité de l'organisation. L'objectif, c'est que véritablement, compte tenu de la diversité des pathologies, et c'est effectivement compliqué parce que c'est un ensemble de pathologies de maladies qui sont extrêmement nombreuses, avec des prévalences qui sont très diverses, et pour autant, il fallait effectivement trouver une organisation, parce qu'à 131, c'est trop compliqué à se coordonner, donc à coordonner l'ensemble des centres, comme je vous l'ai dit, coordonner les professionnels et une grande demande des associations, parce que tous ces plans, il y a des acteurs majeurs, les associations étaient à l'origine de ces demandes, et c'est vrai que le lien particulièrement sur les maladies rares, entre les professionnels et les familles et les représentants des associations sont fondamentales. Mais pour ça, on avait besoin d'un niveau pour arriver à les coordonner. Donc, créer un continuum des actions entre les structures et les acteurs sanitaires, médico-sociaux, socio-éducatifs. On a bien conscience qu'un centre ne peut pas à la fois assurer dans le quotidien, même si certains le font brillamment, mais il y a besoin d'une coordination avec les autres acteurs que sont les laboratoires. Il y a tout le travail avec l'industrie qui nécessite d'être largement développé, les liaisons avec les associations. Donc il y a beaucoup de journées qui sont organisées. Toutes les filières organisent aujourd'hui des journées et y associer les associations, voire même font des journées spécifiques pour les associations. Puis il y a d'autres professionnels qu'il faut embarquer. Il y a les assistantes sociales, les psychologues. Là aussi, certaines filières se sont emparées pour arriver à coordonner, parce qu'il y a des spécificités qu'il faut arriver à construire et donner une formation et bien se coordonner sur cette prise en charge qui n'est pas que soignante. Avec le monde éducatif, il faudra aller au-delà. Ça sera une des ambitions du plan numéro 3. Mais au global, donc un accompagnement global des personnes malades. Alors les filières, on leur a donné quand même des moyens, même si à chaque fois qu'on parle de moyens, on estime que c'est insuffisant, mais enfin au global, c'est 10,4 millions qui ont été répartis en 2016 pour les filières, pour avoir une équipe qui permette d'assurer ces fonctions. Quelques exemples, j'irai très vite, sur des réalisations concrètes qui ont été construites qui ont été réalisées par les filières.
En ce qui concerne les PNDS, donc les PNDS, en son temps, elles étaient... c'est important pour l'ensemble des professionnels d'avoir ces références. Pour autant, la construction, même si beaucoup de centres avaient le fond, sur la forme, en France, c'est plutôt bien, puisqu'on essaye de faire correctement les choses correctement, avec des programmes qui sont construits de façon un petit peu équivalente. Pour autant, la forme est compliquée. C'est-à-dire que c'est l'HAS qui, effectivement, a construit avec toute cette approche qualité ces PNDS. Pour autant, de temps en temps, certains centres sont un petit peu frileux parce qu'ils ont la matière, pour autant la mise en forme est compliquée. Donc on a demandé aux filières, puisque quand on a rédigé un PNDS et quand on y est arrivé, on a dû s'acculturer de ces principes de construction, c'est parfois un petit peu compliqué. Et pour autant, quand on a fait son PNDS, finalement, on a acquis une compétence qui pourrait servir aux autres centres. Et donc c'est la mission qu'on a donnée, et on voit ces dernières années une émulation, et les filières vont pouvoir être un relais pour aider les centres sur la rédaction de ces PNDS. La mise en place de la BNDMR, bien évidemment, elle ne va pas se déployer comme ça, et on ne va pas coller un élément, d'autant que la construction est difficile. Bamara va pas toujours être connecté au DPI dans tous les établissements immédiatement. Il y a une montée en charge, il y a des communications, des explications. En ce qui concerne ce déploiement, il y a de la formation. Et on va passer par ce relais des filières pour aider l'équipe de pilotage de la BNDMR. Favoriser la mise en place des RCP. Il y a des RCP qui sont informels, qui sont organisés, on n'en doute pas. Néanmoins, en ce qui concerne la traçabilité et en ce qui concerne le suivi et l'ouverture et la possibilité de réaliser des RCP parfois nationaux sur l'ensemble des centres au niveau national, c'est compliqué. Donc là, nous allons nous appuyer sur les filières pour voir comment est-ce qu'on pourrait déployer, puisque les outils de RCP, ils existent au sein avec un système d'information qui permette de le faire au sein d'un établissement. Par contre, en interétablissement, c'est un petit peu compliqué et c'est pas forcément adapté aux maladies rares qui embarquent de nombreux professionnels. En ce qui concerne le continuum recherche fondamentale, translationnelle et clinique, là, on peut faire un constat aussi, c'est-à-dire que nous avons beaucoup d'équipes disséminées qui travaillent avec des laboratoires de recherche, qui portent des projets de recherche. Pour autant, quand on regarde au niveau européen ou international, on peut aussi faire le constat qu'avec toute cette force que l'on sent et qui existe, on pourrait imaginer que la France soit un petit peu mieux positionnée dans les heureux élus à des appels d'offres européens et internationaux. Donc là, on demande à ce que ces filières, effectivement, arrivent en support des centres pour les mettre en commun et peut-être les aider à construire et répondre un petit peu mieux à ces appels d'offres, alors que le fond est là, mais c'est vrai que la construction est parfois rébarbative et limitative. Donc, mettre cette structure et ce réseau en place, ça devrait favoriser le déploiement et le lien avec les unités de recherche et avec les industriels. Développer l'enseignement, la formation et l'information. Là, il y a les filières se sont emparées très rapidement, puisque le besoin était criant de cette problématique. Il y a encore énormément de choses à faire. On voit bien que sur l'éducation thérapeutique, pour les maladies rares, il va falloir porter la spécificité. Elles sont rares, donc par définition, les programmes d'éducation thérapeutique le sont aussi. Pour autant, il va falloir qu'on fasse en sorte d'arriver à mutualiser ces programmes. Aujourd'hui, ils sont régionaux. Comment faire en sorte pour qu'ils puissent être déployés au niveau national? Alors, toutes les filières, maintenant, là, elles ont fait un travail très rapide et fantastique, puisque dans cette dernière rubrique que je vous évoquais sur l'information, elles ont su déployer des sites Internet, et pour les professionnels et pour les malades, pour mieux informer. L'objectif étant global et commun sur l'ensemble des plans, c'est limiter l'errance diagnostique. Donc là, cette coordination et cette structuration a été finalement rapide, puisque elles ont été mises en place, officialisées en 2015.
On est encore début 2017, on va dire qu'au bout de 2 ans, elles ont fait quand même un travail extraordinaire et qu'il faut saluer. Alors voilà sur un rapide survol de l'état d'avancée de ces plans. En parallèle, ça c'est national, il y a la structuration au niveau européen. Alors certes, la France a contribué avec d'autres pays à ce qu'il y ait là aussi une prise en charge européenne, et c'est un plan européen, ce qui est une bonne chose. Donc l'Europe est en train de se construire et a fait un appel d'offres sur 23 réseaux a rendu ses conclusions. Il y en a un dernier là qui va être arbitré demain. Il y a donc 23 réseaux européens qui ont été construits et qui vont devoir se déployer, avec 19 pour les maladies rares, je dirais stricto sensu, 3 pour les cancers rares et 1 pour la transplantation chez l'enfant. Ça embarque beaucoup de monde, puisque 23 ERN, c'est en fait 370 hôpitaux. Il y a 25 pays de l'Union européenne et la Norvège y est associée, et ça embarque 960 centres d'expertise. Sur la France, il y a des centres qui sont intégrés à tous ces réseaux, et il n'y a aucun réseau qui est orphelin d'une représentation française. Il y en a 4 qui sont coordonnés par des équipes françaises. Le RN Skin, le RN Eye, le Rebloodnet et le VASC CERN. Et il y a la coordination de RN également sur les cancers rares. Au total, ça embarque 229 centres qui sont associés à ces réseaux. Donc la place de la France est importante, et c'est important que ces centres vont être en capacité de rentrer dans ces réseaux et permettre une ouverture, notamment pour les maladies très rares, sur des patients et collaborer avec les autres centres qui ont avancé sur le diagnostic et la prise en charge. Alors l'objectif de ces ERN, c'est faciliter, là aussi, c'est l'équivalent finalement de nos filières, faciliter l'accès au diagnostic, au traitement, promouvoir la formation médicale et la recherche. Alors, l'idée, c'est de vous donner un petit peu la liste, et j'ai voulu faire un parallèle des ERN avec nos filières. Donc, on voit que finalement, nos filières, elles sont, dans leur construction, au niveau national, peu différentes des ERN tels qu'ils sont au niveau européen. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que le lien et la connexion, ce travail de coordination que font les filières au niveau national, on va pouvoir en faire profiter également l'ensemble des réseaux au niveau européen. Les centres de référence, donc je ne vais pas revenir, je vais passer très vite sur les missions, je vous les ai déjà données tout à l'heure. Un petit focus sur ce qu'est un centre constitutif, parce que à l'occasion de l'appel d'offres, il y a eu beaucoup de réflexions sur beaucoup de centres qui ont voulu effectivement passer la barre des centres qui étaient centres de compétences et qui ont voulu passer constitutifs. Bon, souvent l'animation qu'ils avaient, c'était effectivement, il y a des crédits qui sont donnés pour les centres de référence, alors qu'il n'y en a pas pour les centres de compétences. Pour autant, c'est important de rappeler qu'est-ce qu'un centre constitutif. Un centre constitutif, il doit arriver en complémentarité du centre de coordination. Donc, soit c'est une complémentarité en termes d'expertise, soit c'est une complémentarité pour assurer la transition enfant-adulte, puisque même si j'ai pas de chiffres à vous opposer, on sent bien pour certains registres qui sont suivis qu'il y a de plus en plus d'enfants qui deviennent adultes. C'est une bonne chose, et pour autant, il est important que cette transition, et ça va être le sujet de votre journée, puisse s'opérer. Donc un centre qui serait coordonnateur pédiatrique a besoin à ses côtés d'un centre adulte, et inversement, pour que, au sein du même réseau, il puisse effectivement aborder ce sujet-là et que cette transition puisse s'opérer correctement. Et puis sinon, il y a effectivement des centres constitutifs qui peuvent se créer compte tenu de la prévalence ou la diversité des maladies.
on entend bien que par rapport à ça, il y a besoin de temps en temps de relais régionaux pour avoir des centres constitutifs en aide et en support pour l'animation de l'ensemble du réseau avec des centres constitutifs. Un centre de compétences, donc leur mission, c'est d'assurer la prise en charge des patients au plus proche de leur domicile, certes, mais il va falloir effectivement les aider à s'ancrer, à être reconnus et à assurer toutes ces missions-là. Sachant que ceux-là, dans la mesure où il n'y a pas de véritable coordination, ils sont financés par le produit de leur prise en charge, donc du produit T2A. Néanmoins, ils sont éligibles également et souvent, il est important et c'est leur souhait de participer, même s'ils ne sont pas porteurs, participer à des projets de recherche et inversement, les centres de référence qui produisent, qui sont porteurs de projets de recherche ont besoin aussi des centres de compétences pour inclure certains patients qui sont suivis et travailler ensemble sur des évolutions de leur projet de recherche. Donc voilà, en schématique, la filière, c'est vraiment le cœur et le noyau entre les CRMR et l'ensemble des structures. Dans leurs correspondants, donc les laboratoires, l'industrie, l'université, la recherche, les structures, les associations, les autres, et entre autres les autres, il y a également toutes les instances. Donc arriver à porter, à être le porteur de ces évolutions de coordination sur les maladies rares. Alors sur ça, ce sont des chiffres de 2016. La répartition par filière en rouge, ce sont les centres, le nombre de centres coordonnateurs et le nombre de centres constitutifs. En parallèle, et on voit que les courbes sont à peu près cohérentes, ce sont des données 2015, puisque Pyramide, quand même, nous permet d'avoir quelques informations uniquement du centre des références, mais enfin, ça permet quand même quelques transpositions. La file active qui sont gérées par les filières. Là, ce sont les files actives, donc de représentation sur les patients vus une fois dans l'année. Est-ce que cette notion-là sera maintenue? C'est important de la voir. Néanmoins, si de plus en plus, avec l'aide que pourra apporter les centres de référence auprès des centres de compétences, on pourra envisager, en plus avec les moyens technologiques, que les centres de référence, en fait, soient vraiment des centres de recours pour les centres de compétences et au sein des réseaux, que les patients ne soient pas forcément vus par les centres de référence, c'est quelque chose qui fera en sorte qu'on regardera peut-être la file active au niveau du CRMR au global et pas au niveau uniquement des centres de référence, parce que c'est ne voir qu'un petit bout de la file active. Alors, comment ça va se passer au travers de tout ça sur le plan numéro 3 ? Il y a eu, je vous l'ai dit, une préconisation commune des hauts conseils de santé publique et de l'HCERS pour la partie recherche vers un troisième plan. Donc il a été décidé au regard de ces évaluations au mois de juin dernier, à la fois par le ministre de la Santé et le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, de donner mission à 2 personnes qualifiées, que sont Sylvie Audan, qui est professeure de génétique, responsable d'un centre de référence Andy est chef de service au CHU de Rennes pour le côté santé et côté recherche, Yves Lévy en sa qualité de président d'Avisan, eh bien, de faire des propositions et de construire un plan numéro 3 qui va être proposé au ministre. La mission qui leur a été donnée, c'est que ce plan numéro 3 puisse continuer à diminuer l'errance diagnostique, c'est le fil rouge depuis le premier plan, à améliorer les parcours de santé, à associer étroitement la recherche. Ça, c'est vraiment fondamental sur le plan numéro 1 et le plan numéro 2. C'est vrai que les associations et les liens, quand il a été jugé que les liens n'étaient pas suffisamment forts entre la santé et la recherche, c'est la raison pour laquelle il y a encore là aussi un binôme, et on les reverra dans les différents axes, voulu entre un représentant soins et un représentant recherche. Donc la recherche, les soins bien sûr, parce que ça reste fondamental, à apporter aux patients, à promouvoir l'innovation thérapeutique, à développer de nouvelles technologies d'information et de communication,
depuis 2004, il y a quand même des évolutions technologiques qui permettent de nouvelles solutions. Accompagner l'émergence de nouvelles compétences. On voit qu'au niveau de la formation, on a encore un assez gros chemin à poursuivre. Et prévenir et compenser le handicap. Donc il y a 4 axes sur lesquels les personnes qualifiées ont découpé, ont essayé de trouver une articulation pour charger en relais des pilotes de 4 axes pour arriver à construire ce plan. Donc le premier axe, ce sont des orientations bien sûr provisoires puisque on a le 15 mars une réunion de ces 4 groupes. On verra si on garde cette identification et est-ce qu'elle évolue, mais c'était la base de travail et la mission qui a été donnée à chaque fois à un binôme soins-recherche de travailler sur ces sujets. Mission à eux d'identifier les actions qui méritent d'être portées dans un plan numéro 3. Donc l'axe 1, porté par le professeur Pouget, qui est chef de service à l'assistance publique à Marseille, qui est également animateur de la filière Filnemus, et le professeur Louis Vallet, qui est au CHU de Lille. On leur a demandé de voir quelles étaient les priorités, les actions et les moyens qu'il faudrait déployer pour améliorer le parcours de soins pour qu'il soit plus efficace et lisible. Donc, 3 sous-thématiques. Vaincre les errances de parcours. Est-ce qu'au moment des moments clés du parcours de soins, qu'est-ce qu'il faudrait porter pour améliorer l'annonce diagnostique, la transition enfant-adulte, les RCP diagnostiques et thérapeutiques, mieux appréhender les situations d'urgence, les soins palliatifs et les accompagnements de vie. Là aussi, on a fait un bilan sur la prise en charge outre-mer, qui parfois, entre la métropole et l'outre-mer, les prises en charge sont pas forcément homogènes. Donc c'est un sujet compliqué, mais néanmoins, comment embarquer la population qui habite en outre-mer pour qu'elle soit aussi bien prise en charge qu'en métropole. Optimiser et harmoniser la prise en charge, là avoir des références, des protocoles qui permettent d'unifier et par des sachants, écrits par des sachants pour que ces protocoles et que toutes les maladies puissent être correctement prises en charge. On en a quelques-uns, on en a environ 65 versus 6000 maladies. C'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à... Et pour autant, comment faire en sorte que ça émerge ? Accompagner et soutenir les malades et leurs familles. Comment améliorer l'accompagnement de la prise en charge médico-sociale, la prise en charge psychologique également. Certains centres ont des psychologues attachés, pas tous. Peut-être que de temps en temps, c'est pas nécessaire. De temps en temps, ça le serait. Et pour autant, la prise en charge psychologique n'est pas forcément organisée. Comment l'améliorer ? Développer la recherche en sciences humaines et sociales. Il y a de la recherche purement scientifique, mais en sciences humaines et sociales pour pouvoir faire notamment des évaluations médico-économiques qui sont souvent, dont les ministères sont souvent friands pour regarder l'impact des actions qui sont prises. Là aussi, il y a eu certains travaux. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être faites pour regarder quel est l'impact de ces maladies au niveau sociétal. Développer la scolarisation et améliorer la scolarisation des enfants atteints de maladies rares. Leur insertion au niveau scolaire est parfois compliquée. Et comment l'améliorer et comment, sur ces acteurs qui ne sont pas soignants, qui ne sont pas chercheurs, comment les embarquer, puisque ça fait partie du parcours de vie de vos patients. Favoriser l'éducation thérapeutique pour l'autonomie et l'intégration dans la société, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des programmes d'éducation thérapeutique. Comment arriver à en avoir davantage ? On sait très bien, et les associations le portent, que plus l'éducation thérapeutique est développée, plus ça facilite l'amélioration des conditions de vie et l'amélioration de la prise en charge. Et puis assurer une équité de prise en charge, la structuration, continuer à se poser des questions sur est-ce que notre structuration est bien adaptée. Deuxième axe qui est porté, alors là pour le coup c'était un binôme initialement, puis ça s'est transformé en trinôme parce que le sujet est extrêmement important et c'est certainement dans le plan numéro 3 un des axes, non pas que l'axe 1
ne soit pas majeur, mais l'axe 1 reprend beaucoup d'actions des plans précédents. Alors on va souvent se poser question dans l'axe 1, pourquoi est-ce que, pour autant, sur des actions qui semblent évidentes à tout le monde, pourquoi on n'a pas réussi à aussi bien avancer que ce qu'on aurait pu envisager? Donc c'est reprendre sous d'autres formes. Autant sur cet axe 2, il y a, compte tenu des évolutions en termes de recherche et d'évolution technologique, un grand champ qui doit être coordonné pour les maladies rares. On a aussi le plan France Génomique. Comment faire en sorte que ces deux plans convergent et avancent bien ensemble et soient bien articulés. Donc, pour tout ce qui est le secteur médecine génomique, c'est comment faire bénéficier tous les patients des progrès en matière de séquençage à haut débit, comment on va se structurer aujourd'hui et puis demain, réussir les parcours de soins génomiques appliqués aux malades, assurer et renforcer les ressources pour implanter et développer la médecine génomique appliquée aux maladies rares en lien avec le plan France Génomique, c'est vraiment le cœur de ce sujet-là, et pérenniser l'excellence de la recherche. Un autre sujet, c'est développer et mettre en réseau les bases de données et les collections, puisqu'il y a effectivement le projet BNDMR, mais oui, pour avoir un registre national, mais il existe un nombre de registres extrêmement important et très hétérogène, soit dans ses objectifs, soit dans sa structuration et dans sa construction. Comment arriver à trouver une cohérence sur tous ces ensembles-là. Troisième thématique, anticiper et encourager les innovations. C'est vrai que de temps en temps, certains centres baissent un petit peu les bras compte tenu des difficultés et des obstacles pour aller vers l'innovation. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des bonnes idées pour les aider? Et puis, on a rattaché ce qui était initialement dans l'axe 1, mais qu'on a remis dans l'axe 2, sur tout ce qui touche autour du diagnostic préimplantatoire, prénatal et néonatal. Finalement, en disant, ça aurait pu être effectivement dans le parcours de soins, mais on l'a repris parce que c'est quand même très lié au diagnostic et à la médecine individualisée. Troisième axe, c'est innover pour traiter les maladies rares. Donc c'est porté par Anne Galli du Généton et Dr Belmatoug qui est à la PHP et qui est responsable d'un CRMR sur les maladies lysosomales. Ils ont quatre sujets à traiter. C'est développer les nouveaux traitements en optimisant les processus d'autorisation, faire donc un fort lien avec l'industrie. Comment faire en sorte que l'accès au remboursement soit plus facile et surtout quelle est l'articulation que l'on peut trouver avec l'industrie. Comment est-ce qu'on pourrait mieux favoriser la recherche nationale, européenne et internationale? Donc ça, c'est un sujet, il y a des sujets qui sont un petit peu à cheval entre les deux, parce qu'on le retrouve aussi dans l'axe 2, mais sur spécifiquement le développement des nouveaux traitements, la coordination aussi dans le domaine de l'innovation thérapeutique et de la mise en place des essais cliniques, et consolider les coopérations avec les structures de soutien, que ce soit la DGOS, la DGRI, ICRIN, Radico, etc. Comment est-ce qu'on arrive à coordonner tout ça et que les uns et les autres s'y retrouvent en ayant une vision claire des choses. Dernier axe, porté par Anna Rath, qui est la directrice d'Orphanet, et puis Anne-Sophie Lapointe, qui nous a été désignée par Eurordis sur ce sujet-là, vers de nouvelles compétences et des technologies. Il y a eu, depuis ces dernières années, des évolutions technologiques qui permettent de dématérialiser beaucoup de choses. Il y a des outils possibles. Pour autant, comment est-ce qu'on peut les amener jusqu'au centre et est-ce que les centres puissent les utiliser? Est-ce qu'il y aurait des bonnes idées? Il y a effectivement des solutions technologiques qui permettent de faciliter, de gagner du temps. Pour autant, comment on arrive à les implanter et à les transposer dans les centres? Donc, des nouveaux outils technologiques, par exemple sur l'éducation thérapeutique, c'est vrai que on peut trouver des solutions alternatives grâce à la technologie qui fassent en sorte qu'on ne soit pas forcément dans une salle avec les patients, à ce qu'ils soient obligés de venir géographiquement jusque-là et être en présentiel. Il y a d'autres solutions qui sont tout aussi efficaces et qui rendent des meilleurs résultats. Comment est-ce que ces outils peuvent être transposés? Sur l'information, là, sur l'errance diagnostique, c'est aussi quelque chose d'important. Comment faire en sorte que l'information soit plus large? Alors c'est vrai que les filières ont maintenant, et ça c'est une avancée,
ont ces sites, puisque maintenant l'information passe par Internet, c'est vrai que tout bonnement, là, moi, quand je suis arrivée, il y avait par exemple pas de rubrique maladie rare sur le ministère de la Santé, aucune information. Donc là, maintenant, il y en a un. Néanmoins, c'est vrai que déjà d'arriver à informer, d'aller vers la fin mars, nous intervenons au colloque du Collège des médecins généralistes, comment arriver à porter, à informer les différents acteurs sur les maladies rares. Alors, on ne va pas rendre tous les médecins spécialistes des maladies rares, mais la culture du doute et surtout comment faire en sorte que ce soit connu et que ces centres puissent être connus et qu'un médecin généraliste sache qu'il y a une structure et il y a cette possibilité de recours et comment travailler avec eux, puisqu'ils ne vont pas vous envoyer tous les patients, mais pour autant, comment on peut articuler ce parcours avec eux. On va également intervenir fin mai au congrès national de pédiatrie pour aussi porter ça, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Orphanet a développé, et Maladies Rares Info Service ont développé des services, comment les coordonner, comment mieux se coordonner entre eux pour être un petit peu plus efficace. Et puis, il y a tout ce qui est formation. Là, on va peut-être identifier, et c'est à eux d'y réfléchir, des nouveaux métiers, à mieux les reconnaître. On sait qu'on a, pour prendre exemple, certaines infirmières qui sont là depuis très longtemps dans des centres de référence, qui ont acquis une expérience et une compétence fantastique. Comment arriver à mieux la reconnaître, comment arriver à faire en sorte qu'on arrive à faire monter en compétence des professionnels spécifiquement sur les maladies rares. Donc voilà un petit peu où on en est. C'est en train d'être construit. Vous échappera pas que comme on est en période en ce moment de transition, pour autant, tout le travail qui sera fait, et toute la copie et toutes les actions qui seront rédigées, ce sera du travail qui pourra être porté et qui sera porté de toute façon devant le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche, voire même au-delà, pour voir, en fonction de la gouvernance, comment on pourrait faire évoluer le sujet. En tout état de cause, il ne faut pas s'arrêter, parce que sinon, on prend le risque de trouver une interruption identique à celle qu'on a eue entre le plan numéro 1 et le plan numéro 2. Donc voilà, sur ce rapide présentation de comment ça se passe sur le plan numéro 3 et quels sont les sujets qui sont abordés. En ce qui concerne l'appel d'offres de labellisation, donc vous avez les uns et les autres remis vos candidatures fin février. Nous sommes en cours. Il se trouve que toutes les candidatures sont regroupées par filière et nous avons donné pour mission à 3 experts, un expert clinique, un expert recherche et un expert parcours de soins, d'expertiser ces candidatures pour avoir une bonne vision au niveau de la filière et de cohérence des réseaux entre eux, au sein de la filière. Ils sont en cours d'expertise et ils doivent remonter leurs conclusions donc fin mars, puisqu'il y a un jury qui est composé de 10 membres, avec un président qui est d'ailleurs au Conseil de santé publique, un vice-président, un directeur d'hôpital, un représentant des ARS, président d'université, un représentant d'association des malades, 2 animateurs de filière, parce que au final, les filières vont continuer et sont vraiment partie prenante sur cette nouvelle structuration et photographie que l'on va avoir sur l'ensemble des centres, et un représentant de l'HAS et de l'HCERS. Et là, il y aura une labellisation, certes des centres de référence, mais également des centres de compétences. Ce sera fait en 2 temps, parce qu'il y aura un premier temps fin mars sur une labellisation, une décision qui sera soit de ne pas donner suite à certaines candidatures, je pense qu'il y en aura très peu, soit d'acter une labellisation immédiate compte tenu de la cohérence, de la lisibilité des centres, du centre qui est proposé. Et puis on aura une période qui sera maximum de 4 mois, durant laquelle effectivement quelques ajustements pourront être demandés, soit éventuellement de fusion de certains CRMR, pour lesquels, en termes de lisibilité, il est préférable de le regrouper en un seul, soit éventuellement de reconfiguration de nombre soit un constitutif qui passerait centre de compétences, ou éventuellement l'inverse,
de meilleure identification, l'objectif étant véritablement d'obtenir une nouvelle cartographie qui soit visible pour les malades, pour les médecins généralistes et pour l'ensemble des professionnels. Donc voilà, bon, on fait un petit peu de pub pour notre site, mais peu importe, c'est pour vous dire que maintenant, on essaye de développer l'information et de dire que l'objectif du site qui a été développé au niveau du ministère de la Santé, c'est bien évidemment pas de se substituer aux sites qui sont spécialisés sur les filières, mais donner la possibilité d'être un carrefour d'informations, et on renvoie à l'ensemble des filières, à l'ensemble des partenaires, que ce soit au niveau de la plateforme. Donc on renvoie sur le site d'Orphanet, on renvoie sur le site de Maladies Rares Infoservice, on renvoie aussi sur Alliance Maladies Rares, on renvoie aussi sur Ordis, on renvoie aussi sur l'agence de biomédecine, pour que les uns et les autres puissent trouver effectivement leur orientation et faciliter leur orientation. J'avais peu de temps, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Et c'est un petit peu rapide de travailler sur un sujet aussi passionnant et de vous dresser un bilan aussi rapide, mais j'espère vous avoir donné un aperçu global au niveau national de ce qui se passe en ce moment. Je vous remercie de votre attention. Merci. Ça marche, oui. Hubert Delarocque de l'association Tanguy Moya Moya. D'abord, merci infiniment pour votre exposé qui était extrêmement intéressant, structuré et qui nous a beaucoup éclairé. J'ai deux petites questions à vous poser parce que je vais en profiter. La première, vous avez parlé de centres constitutifs qui seraient chargés de la transition enfant-adulte. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu pour nous dire ce que c'est ? Et puis la deuxième, vous avez parlé à plusieurs moments dans votre exposé, notamment dans le plan national Maladies Rares numéro 3, de la scolarisation. Or, on ne voit à aucun moment que ce plan est géré par un ensemble, disons, interministériel, dans lequel l'éducation nationale, qui est un acteur majeur, n'est pas présent. Alors, pour votre première question, c'est juste pour dire que quand il y a un centre, par exemple, de coordination qui est adulte, il est important pour organiser la transition qu'il puisse y avoir un centre constitutif enfant ou inversement, pour qu'au sein d'un même CRMR, il y ait et un centre adulte et un centre enfant pour améliorer la transition. Il n'est pas spécifique, hein, ce n'est pas un centre qui est chargé de la transition, mais juste que dans la structuration et la cartographie du CRMR, on soit assuré que l'enfant puisse être pris en charge lorsqu'il devient adulte et qu'il y ait les deux compétences, adulte et enfant, au sein d'un même CRMR. Donc un constitutif peut être éligible comme constitutif à partir du moment où il rentre en complémentarité sur ce sujet. Sur votre deuxième question, en ce qui concerne l'intégration de la scolarisation, alors, premièrement, oui, aujourd'hui, il y a identifié 2 porteurs, donc le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche. Pour autant, il y a un comité qui est organisé et qui convie également, plus que convie, qui embarque le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Économie, le ministère de l'Éducation. On va devoir réfléchir sur cette gouvernance. Effectivement, ça fait partie des demandes que l'on entend des associations. Il y a plusieurs possibilités, soit effectivement, et ça, les choses ne sont absolument pas arbitrées aujourd'hui. Il a fallu désigner 2 porteurs, parce que c'est les 2 porteurs essentiels, mais il y en a d'autres. La réflexion en ce qui concerne la gouvernance est ouverte. Est-ce que ce sera une gouvernance effectivement interministérielle ? Je ne vous cache pas que déjà se coordonner entre 2 ministères, c'est parfois un peu compliqué. À plusieurs, ça risque d'être très compliqué. Je pense qu'on peut avoir des porteurs et pour autant dans l'équipe avoir des représentants de ces ministères. Et identifier clairement des acteurs qui participent à porter. Est-ce qu'il faut qu'il y ait au même niveau des porteurs qui risquent de travailler en silo ? Je ne sais pas. Il y a ces risques-là. Il faut y réfléchir. Donc, ils sont associés et dans le comité de suivi, le ministère de l'Enseignement est bien évidemment invité. Et faire en sorte d'arriver à effectivement que ça devienne une de leurs priorités et ça va être porté.